Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. Le président de la République, Alassane Ouattara, à Abuja, au Nigeria. Il prendra part au 66e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les situations politiques, sécuritaires et économiques au cœur de cette rencontre de haut niveau. Un point sera fait sur le programme de la monnaie unique. Excellence académique à l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. 429 étudiants ont reçu leur diplôme de licence et master. Une promotion qui porte le nom du Premier ministre, Robert Begué-Mambé, engage ses filleuls à rester sur cette voie de l'excellence et du travail. Les fêtes de fin d'année avancent à grands pas. Les communes s'animent déjà, notamment les week-ends. Les maquis et les débuts de boissons annoncent les couleurs, la musique et l'ambiance à fond. Mais les habitants s'en plaignent. La quiétude est souvent troublée. Attention, nuisances sonores. Un reportage à suivre. Le Parlement sud-coréen a destitué le président de la République. Une motion de destitution contre le président Yoon Suk-yeol, adoptée ce samedi, à l'origine une tentative ratée d'imposer la loi martiale le 3 décembre. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce samedi pour Abuja. Au Nigeria, le chef de l'État prendra part au sommet de la CEDEAO. La 66e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement s'ouvre demain dimanche à Abuja. Le Premier ministre Robert Begué-Mambé, le ministre de la Justice Sanson Kambile et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité étaient à l'aéroport pour accompagner le président de la République. Et puis demain s'ouvre donc ce sommet à Abuja. Les ministres des États membres se sont réunis dans la capitale fédérale du Nigeria pour analyser les grands dossiers. Plusieurs questions analysées, des moyens évoqués pour renforcer l'intégration sous-régionale, la libre circulation des biens et des personnes et les questions de paix et sécurité. Mahama Traoré embrase assément nos envoyés spéciaux. Malgré le contexte économique mondial difficile, la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, reste déterminée à faire avancer le programme d'intégration et de développement au niveau sous-régional. Relever un tel défi a été largement examiné lors des 48 heures de débat qu'a duré la 93e session du Conseil des ministres de l'institution à Abuja au Nigeria. Pour y parvenir, les ministres des États membres ont évoqué les questions liées à la migration, aux politiques économiques et aux réformes institutionnelles, non sans oublier la recherche de solutions aux menaces de paix, de sécurité et à la stabilité des États. Réputée pour être l'une des zones économiques les plus dynamiques du continent, la CEDEAO connaît cependant un faible taux de commerce intra-régional, oscillant entre 12 et 13%. Les ministres ont alors planché sur la nécessité de lever les barrières non tarifaires et de promouvoir un code des investissements plus attrayant. Nous avons pu prendre des décisions qui impacteront positivement des millions de vies dans notre région. L'engagement que vous avez accordé à l'analyse de ces différents thèmes est exemplaire. Mes remerciements vont également à l'endroit de la commission de la CEDEAO qui a fourni les informations nécessaires ainsi que le matériel et tout ce dont nous avions besoin pour le succès de cette réunion. Rien à filtrer sur le contenu des décisions arrêtées à l'issue du conclave des ministres. Des mesures dont l'application reste soumise au préalable de l'approbation de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. L'instance suprême de l'organisation sous-régionale se réunira d'ailleurs en sommet ce dimanche à Abuja. Et le vice-président de la République, lui, est rentré de la conférence, la World Police Conference, une rencontre mondiale qui s'est tenue sur la gouvernance mondiale, les défis sécuritaires. Le vice-président de la République, Timo Komelie-Kone, accueilli donc à son arrivée par le Premier ministre Robert Begué-Mambé et des membres du gouvernement, une rencontre à laquelle le vice-président de la République a pris la parole pour partager la vision de la Côte d'Ivoire sur ces questions de gouvernance mondiale. Une plume dépassionnée, trempée dans l'encre de l'objectivité du récit. Un observateur jette un regard sur l'évolution du pays. Il nous présente deux tableaux, une Côte d'Ivoire d'hier et celle d'aujourd'hui.
Il lui apparaît un changement fondamental, une transformation du pays qu'il a trouvé nécessaire de partager avec le monde. Côte d'Ivoire, la Renaissance. L'auteur est l'invité de la page culture, M. Amadou Touré. Bonsoir. Bonsoir. Une Côte d'Ivoire d'ailleurs que vous connaissez bien parce que vous avez été porte-parole du représentant de l'ONU en Côte d'Ivoire. Tout à fait. J'y ai travaillé presque 9 ans. Mais auparavant, j'étais aussi venu en Côte d'Ivoire en tant que touriste, je dirais. Mais j'y ai travaillé pendant les années de Brest. D'accord. Mais Côte d'Ivoire, la Renaissance, on en parle dans quelques instants seulement. Et vous restez avec nous sur le plateau pour faire ce tour de l'actualité. 429 étudiants ont terminé leur formation à l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Ils ont reçu leur diplôme de licence et master. Le Premier ministre Robert Begley-Mambé a présidé la cérémonie de sortie de promotion, une promotion qui porte le nom du chef du gouvernement, Marie-Chantal Akanda. Parmi les majors de la promotion, Robert Begley-Mambé, diplômé de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, UMESI, ces étudiants incarnent l'excellence et la quête d'un avenir prometteur. Major, j'honore mes parents. Le mot que j'ai à donner à mes amis, c'est de persévérer dans le travail, de bosser, de ne jamais se décourager, car seul le travail paye. 2 années de master couronné avec une moyenne de 14 sur 20. Et je suis sorti major de ma promotion. Je projette m'engager dans une carrière d'avocat et puis de journalisme aussi. Lors de cette 5e édition de remise de diplômes, 429 lauréats ont reçu leur parchemin au cours d'une cérémonie qui a mis en lumière la qualité de l'enseignement supérieur. Monsieur le Premier ministre est un modèle pour la jeunesse. Il est bon de décerner des diplômes, mais le plus dur commence maintenant. Il faut que ces filles-là, ces jeunes diplômés, puissent être prêts parce que nous voulons le meilleur pour nos étudiants. Classée 3e université de Côte d'Ivoire, l'UMESI continue d'affirmer son rôle central dans la formation des élites. Parrain de la promotion, le chef du gouvernement a souligné l'importance d'une formation de qualité pour bâtir les leaders de demain. La victoire se prépare longtemps dans l'enfance pour éclater quand on a la majorité. Il faut être toujours éveillé. Il faut être persévérant. Ayons, vous et moi, l'esprit de sacrifice et de travailler très fort pour que demain, vous soyez parmi les meilleurs. Le diplôme est un couronnement. Mais malheureusement, chers filleul, le diplôme qui est un couronnement constitue aussi un recommencement. Parce que demain, quand vous serez dans une entreprise ou dans une administration, la meilleure façon d'exprimer votre capacité à maîtriser votre diplôme, c'est le travail de qualité que vous allez produire vis-à-vis de vos chefs. Acceptez simplement de repartir sur de nouvelles bases pour vous dire, maintenant commence une autre école, l'école de la vie. Le Premier ministre a réaffirmé l'engagement national en faveur de l'éducation comme levier stratégique de développement. Et ces valeurs de travail et d'excellence promues s'inscrivent dans la vision de l'Ivoirien nouveau, une conférence organisée pour décliner ce citoyen modèle, notamment dans l'administration publique. La ministre d'État, ministre de la fonction publique, y a pris part. Les différents intervenants ont partagé leurs expériences pour matérialiser cet Ivoirien nouveau. Grâce Kando. Un service public humanisé pour une Côte d'Ivoire prospère à travers le concept de l'Ivoirien nouveau dans l'administration. Ce thème était au cœur d'une rencontre initiée par la LINESI, Ligue de la Nouvelle Espérance pour la Côte d'Ivoire. Une initiative citoyenne qui promeut une Côte d'Ivoire de valeur. L'abidjanaise et la devise nationale nous parlent de la nécessité, de l'importance, de l'urgence de nous réconcilier avec nos valeurs fondatrices, cardinales et programmatiques. Cette LUCAN a permis à différents cadres et personnalités de l'administration publique et privée d'évoquer ce qui se fait à leur niveau comme action menée selon le concept de l'Ivoirien nouveau. Parmi eux, la directrice de l'INFAS, l'Institut national de formation des agents de santé. C'est une structure de formation où 80% des activités vont se dérouler dans un service sanitaire. Notre vision, c'est de faire de l'INFAS un pôle d'excellence sous-régional en matière de formation des agents de santé.
Mais la mission principale, c'est de former des agents de santé de qualité. Pour qu'il y ait un enseignement de qualité, il faut obligatoirement avoir des enseignants de qualité. Donc, la première des choses, c'était de renforcer les compétences pédagogiques des enseignants. Pour la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto, le service public repose sur 4 principes fondamentaux. Le principe de continuité qui garantit l'offre ininterrompue de services à la population. Le principe de mutabilité qui impose une adaptation constante aux besoins changeants des populations. Le principe d'égalité qui consacre un accès équitable à tous les usagers sans distinction. Et enfin, le principe de neutralité qui assure une gestion impartiale et objective des services. Une rencontre marquée par la distinction des différentes personnalités présentes pour leur engagement au service d'une administration de qualité. Et l'Ivoirien nouveau s'engage aussi à jouer pleinement donc sa partition pour le développement du pays. Les acteurs de la filière mangue y travaillent. Bientôt une nouvelle page pour le secteur en Côte d'Ivoire. Une unité industrielle sera installée dans le nord du pays. Elle aura une capacité de transformation de 150 000 tonnes par an. Jean-Luc Bangbo nous apprend que ce sera un véritable moteur de développement économique régional. Un projet d'unité de transformation industrielle de mangue dans le nord de la Côte d'Ivoire. Une initiative du programme d'appui au développement des filières agricoles, le PADFA, qui prépare cette région à devenir un pôle d'excellence pour la filière mangue. Aujourd'hui, nous avons une production nationale de plus de 150 000 tonnes et nous exportons seulement 35 000 tonnes. Nous avons plus de 100 000 tonnes qui sont vendues localement et donc 40% sont perdus parce que nous n'avons pas les installations industrielles pour transformer ces mangues. La note d'orientation stratégique a été dévoilée pour convaincre le secteur privé. Avec une capacité de transformation de plus de 10 000 tonnes de mangue fraîche par an, ce projet constitue une opportunité unique pour les investisseurs. La CCI est convaincue de la viabilité de ce projet et s'est résolument engagée et même est prête à en assurer le leader au niveau du secteur privé dans sa mise en œuvre. Le représentant du ministre de l'Agriculture a quant à lui réaffirmé la place prépondérante de la mangue dans le tissu agroéconomique ivoirien. La filière mangue emploie des milliers de jeunes et de femmes et procure des revenus annuels de près de 7 milliards de francs CFA pour l'exploitant privé et quelques 5 000 petits producteurs du nord ivoirien qui fournissent 90% de la production annuelle. Le manguier se positionne ainsi, après l'anacardier et le cotonnier, comme la 3e culture de rente dans le nord ivoirien. Le coût du projet de l'unité industrielle de mangue dans le nord de la Côte d'Ivoire est estimé à 14 milliards de francs CFA. Cette initiative, qui réclame l'implication de tous, ne manquera donc pas de dynamiser les régions concernées tout en renforçant le leadership agricole de la Côte d'Ivoire sur le continent. On va rester dans le secteur agricole. La Côte d'Ivoire s'est engagée pour la mise en œuvre du programme de production alimentaire d'urgence, une initiative qui rentre dans le cadre d'un mécanisme africain. L'ANADER fait le point des travaux réalisés, un bilan à mi-parcours que l'on voit avec Kader Sogodogo. Le directeur général de l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, Dr Sidiki Sissé, avec lui, des membres du niveau central, les directeurs régionaux et chefs de zone sont en conclave à Bouaké. Après une année d'exécution du programme de production alimentaire d'urgence, le temps est venu de dresser un bilan à mi-parcours. Riz, maïs et manioc sont les 3 productions concernées par le programme et l'horizon semble être prometteur. Aujourd'hui, on produit environ 1 300 000 tonnes de riz. Notre consommation est au-delà de cela, c'est pratiquement le double. Il s'agit pour la Côte d'Ivoire, sur les 5 années, à produire tout le riz qu'elle consomme. Le manioc qui est encore sur le terrain, parce que ça prend 11 mois quand même pour être produit. Et là encore, la réalisation physique sur le terrain a été faite. Maintenant, nous sommes en train d'analyser les données qui doivent être capitalisées pour pouvoir prouver aux partenaires que le travail a été réellement exécuté. Aujourd'hui, au niveau des objectifs qui nous étaient assignés dans le cadre de ce programme-là, nous sommes vraiment à un niveau de réalisation qui est au-delà de ces 50%. Ce programme s'inscrit dans le cadre de la Facilité africaine de production alimentaire d'urgence initiée par la Banque africaine de développement, BAD.
Sa durée, 2 ans. Son coût, environ 100 milliards de francs CFA. Plus de 99 milliards de la Banque africaine de développement et un appui d'environ 62 millions de francs CFA du gouvernement japonais. Et dans l'actualité, ce samedi soir, les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Dans une semaine, c'est déjà Noël. Chacun se prépare pour réussir ces événements. Les communes s'animent davantage, notamment les week-ends. Les maquis et les débits de boissons annoncent les couleurs. La musique et l'ambiance à fond. Évidemment, dans les quartiers, les habitants s'en plaignent. Ils dénoncent les nuisances sonores. Nos reporters ont fait le tour pour surtout savoir ce que fait la brigade en charge de la question. Fête de fin d'année, attention nuisances sonores. Un sujet de Naomi Mokla, Jean-Marc Djadji. Chaque week-end, l'atmosphère est le plus souvent festive dans le district autonome d'Abidjan. Les communes de Yopougon et de Cocody ne sommeillent point. Elles s'éveillent au son de la musique générée par les maquis, ces espaces de consommation de boissons très prisés par les Abidjanais. Il est 23h. Nous sommes à Yopougon-Anador. Dans ce maquis, les clients rivalisent d'ardeur au son de musique du terroir assez rythmé. Freddy en est le tenancier depuis 10 ans. L'ambiance et la bonne humeur demeurent son credo. La clientèle de l'espace se sent chez elle. Tous les week-ends, je refuse le monde. Mais curiosité oblige, une chose attire notre attention. Cet espace jouxte des habitations dans le quartier. Pour Freddy, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il ne se plaignent pas du tout. Et même il demande que j'agrandisse son espace. Affirmation battue en brèche par des riverains. On n'arrive même plus à dormir dans les chambres. Ce qui est difficile, c'est que le lendemain au travail, c'est compliqué. Parce qu'on est tout le temps fatigué. On a tout le temps sommeil. On a tout le temps mal à la tête. Les maquis à côté de la maison, ça gêne. Mais on fait comment? La personne même qui vend là, c'est ton parent. Cap est mis sur le quartier de Riviera à Nono, dans la commune de Cocody. Ici, ces espaces, comme celui-ci, sont régulièrement fréquentés. Ils fonctionnent dans une ambiance à fort décibel. Impossible, selon les riverains, d'avoir une nuitée paisible. C'est vraiment difficile à cause de la musique. Donc ce qu'on suggère, c'est qu'on joue la musique en fond sonore, mais on arrête carrément la musique en semaine. C'est vraiment infernal. Surtout les week-ends et vendredis. Et aussi pendant les jours fériés, les maquis animent, font assez du bruit et jusqu'à des heures tardives. Le décor est le même au plateau de Cuy, secteur Azur. Les riverains n'en peuvent plus de ces bruits. Le volume. On n'arrive pas à dormir. Ça commence du dimanche au dimanche. Vous voyez même que la porte est fermée, tout et tout, parce que le bruit nous fatigue beaucoup. La lutte contre les nuisances sonores, la brigade de l'assainissement, de l'hydraulique et de la salubrité en fait son affaire. À l'approche des fêtes de fin d'année, la brigade mène une guerre farouche contre ces actes d'incivisme. Ici, là, ce n'est pas fait pour faire une telle activité. Si vous y êtes, il ne faut pas vous faire entendre. Nous avons saisi dans le premier maquis une table de mixage et un amplificateur de son. Et dans le second maquis, nous avons saisi une table de mixage, un amplificateur et un baffle. Ils peuvent récupérer leur appareil moyennant paiement d'une amende, tourne autour de 50 000. L'opération est dirigée par Joseph-Olivier Lougnon, chef du service de lutte contre les nuisances sonores. Pour des enfants qui doivent aller à l'école peut-être demain, ils ne pourront pas étudier, c'est sûr. Voilà. Et ça se fait pratiquement tous les jours de la semaine. Alors que les nuisances sonores produisent des effets vraiment très nocifs sur la vie, l'insomnie d'abord, et puis la surdité à la longue. Cette année, sur un total de 644 réclamations clients enregistrées pour nuisances sonores, 54% relèvent des débits de boissons. Les communes de Cocody et de Yopougon caracolent en tête du peloton des nuisances sonores à Abidjan, selon la brigade de l'assainissement, de l'hydraulique et de la salubrité. Au vu de ces données, le ministère de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité invite les citoyens à faire preuve de responsabilité et de civisme durant les fêtes de fin d'année.
Attention, nuisance sonore et ne pas oublier aussi la prière pour que ces fêtes se déroulent bien. Le Forum national des confessions religieuses a 30 ans, une table ronde organisée pour faire le bilan. C'était à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. D'éminents guides de religion ont participé à la rencontre. Générosa Quadio, Khalil Diomandé. Le Forum national des confessions religieuses souffle sa 30e bougie en jetant un regard rétrospectif sur le chemin parcouru. Cette table ronde est aussi l'occasion de mener les réflexions sur les perspectives pour le développement du dialogue interreligieux. Les objectifs du forum étaient donc de renforcer la coexistence pacifique entre toutes les religions exerçant sur le territoire national, organiser des visites régulières dans les églises, temples et mosquées afin de favoriser le dialogue interreligieux. L'expérience de la Côte d'Ivoire permet aux hommes de Dieu de pouvoir être ensemble, quelle que soit leur confession religieuse, pour œuvrer pour la paix. À ce jubilé de perles, ces guides religieux réaffirment leur volonté d'œuvrer au maintien de la cohésion sociale. Dans nos églises, dans nos temples, dans nos mosquées, nous allons prêcher l'amour de notre mère commune, qui est la Côte d'Ivoire, qu'on soit de tel ou tel parti politique, de telle ou telle religion. Aucun d'entre nous n'a le droit de faire souffrir notre mère commune, qui est la terre de Côte d'Ivoire. Nous avons un devoir, nous avons une mission sur cette terre. Les hommes doivent commencer à comprendre que la Côte d'Ivoire appartient à Dieu. Une rencontre marquée par des témoignages, des échanges constructifs et un engagement renouvelé pour un avenir fondé sur le dialogue interreligieux. Le Forum des confessions religieuses continue ainsi de jouer un rôle clé dans la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Et voici des moments de joie que nous allons voir maintenant dans le nord du pays. Les militaires de la 4e région de Korogo ont célébré leur union. Un mariage collectif organisé en présence du chef d'état-major général des armées. Il est allé soutenir les sous-officiers qui convolaient en juste noces. Charles Tatou. Deux raisons militent en faveur de cette cérémonie de mariage collectif des militaires. D'abord, légaliser leur vie de couple. Ensuite et surtout, faciliter en cas de besoin les démarches liées à l'obtention de leurs droits et ceux de leurs conjointes et descendantes. Après donc les cérémonies des deux régions militaires, notamment Daloa la 2e et Bouaké la 3e, c'est au tour de la 4e région militaire de Korogo, qui boucle la série de mariages collectifs au titre de l'année 2024 avec 35 sous-officiers militaires aspirant à la régularisation de leur union. La fameuse question d'abord aux conjoints, puis aux conjointes. Vous leur jurez fidélité jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui! Des oui auditifs, suivis de baisers et de mises mutuelles des alliances au doigt. La particularité de Korogo, un couple à la cérémonie avec un nouveau-né, arrivé au monde à 4 heures du matin. Quand on m'a dit que non, ma femme a accouché, vraiment, ça m'a fait plaisir. Je me dis à le général que je lui tire le chapeau. En plus, Dieu me donne un cadeau aussi. Il ne sait pas comment même annoncer même la joie. Le chef d'état-major général des armées, le général Lassina Doumbia, exhorte les épouses des militaires à s'organiser. Il y a des moyens que nous allons rechercher un peu partout pour donner une certaine indépendance aux épouses des militaires. L'objectif, c'est de faire en sorte que quand vous êtes à Kafourou, que votre femme ne vous appelle pas le matin pour dire il manque huile à la maison. Donc nos actions, nous les posons à travers l'association des épouses de militaires de Côte d'Ivoire. Je vous invite donc, les nouvelles épouses, à adhérer à cette association. Un repas de partage et de solidarité offert par le général aux nouveaux mariés a clôturé la cérémonie. Et en politique, l'association des cadres et élus du Centre pour le développement soutient la candidature du président Alassane Ouattara pour un nouveau mandat en 2025. Elle a réuni ses membres lors d'une rencontre présidée par le ministre Amédée Kofi Kwaku, président de l'ACCD. Ils entendent remobiliser les militants pour réussir cette présidentielle. Marie-Chantal Akandan Bernabé, Conan.
La présidentielle de 2025 s'annonce déterminante pour le RHDP. Avec l'association des cadres et élus ressortissants du centre, ACCD RHDP, au cœur de la stratégie du parti. Le président de l'association a lancé un appel fort à l'action. Plus qu'un simple bilan, il a insisté sur la nécessité de renforcer les bases militantes et de mobiliser davantage. Il ne faut pas qu'on se trompe de combat. 2025 arrive. Nous, la seule personne que nous on connaît, c'est le président Alassane Ouattara. Nous, on veut que notre candidat gagne à une très large majorité. Et nous sommes convaincus que ce sera le cas dans le Vébaoulé et dans la zone forestière. Les cadres du Grand Centre ont réaffirmé leur soutien à Alassane Ouattara, soulignant l'importance d'une union solide et cohérente autour de leur leader. La région du Grand Centre, le Vébaoulé, a besoin de paix, a besoin d'unité, a besoin de cohésion. Que les fauteurs en eau troubles se tiennent à l'écart de cette dynamique. Il faut faire en sorte que nous puissions être forts au sein de cette famille du RHDP et que nous apportions un soutien fort et massif. Cet événement témoigne de la volonté de l'ACCD RHDP de démontrer la force et la cohésion du parti. On n'a aucune raison en fait de douter de l'union, de l'unité, de la solidarité des cadres du Grand Centre. Faire le bilan d'ensemble de tout ce qui a pu se passer sur le terrain au cours de ces derniers mois et se projeter pour 2025. Le moment est donc venu, à travers ce bilan, de prendre de grandes décisions. Le président Alassane Ouattara compte sur nous et nous devons donc nous mobiliser pour qu'il soit réélu. L'association des cadres et élus ressortissants du centre s'est également fixée comme objectif de reconquérir les électeurs hésitants et de poser les bases d'une campagne capable de relever les défis à venir. Dans le reste de l'actualité, en Guinée, la junte du CNRD s'y était initialement engagée, mais la transition ne s'arrêtera pas au 31 décembre 2024. Déclaration faite par Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement. Les partis d'opposition ne sont pas d'accord. Ces derniers mois, ces partis ont plusieurs fois affirmé qu'ils ne reconnaîtraient plus la légitimité de la junte après fin décembre. Le Parlement sud-coréen a destitué le président de la République. Une motion de destitution contre le président Yoon Suk-yeol adoptée ce samedi. À l'origine, une tentative ratée d'imposer la loi martiale le 3 décembre. Un total de 204 députés ont voté en faveur de la motion et 85 contre. Des dizaines de milliers de manifestants massés à l'extérieur de l'Assemblée nationale ont explosé de joie. La Cour constitutionnelle dispose de 180 jours pour valider ou non la destitution. En attendant, l'intérim sera assuré par le Premier ministre. Voici maintenant la page culture. Chorale 2024, un événement majeur du festival Nuit de Champagne à Troyes en France, tenu en octobre. Cette scène internationale et prestigieuse a vu la performance de la star ivoirienne du reggae Tiken Jah Fakoly avec près de 900 choristes. C'est le premier chanteur ivoirien à se produire sur cette plateforme. Jean-Marc Djadji. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne. L'icône du reggae africain Tiken Jah Fakoly, le quadruple disque d'or, ne cesse d'écumer les scènes mondiales depuis 1998. Les 25 et 26 octobre 2024, plus rien n'étonne les spectateurs du Festival des Nuits de Champagne à Troyes, en France. Pour la première fois, la star est sur cette scène prestigieuse. Positionné au 3e du rang de la playlist de ce bal tropical après Bernard Lavilliers et le gros bonbon vaudou. Invité spécial, Tiken Jah Fakoly performe avec 850 choristes du Grand Choral dirigé par Geoffroy Boutors. Avec sensation de balancement et cadence relaxée, l'artiste engagé divulgue ses messages. Chaque année, depuis 1993, le Grand Choral fait figure de point d'orgue des Nuits de Champagne.
Le principe, les choristes amateurs et professionnels venus de tous les horizons de la France et de la francophonie se mettent au diapason des artistes invités. Le grand choral enregistre à son actif des interprétations de légendes. Serge Gainsbourg, Pascal Obispo, Jacques Brel et Francis Cabrel. En 2024, Tikenja Fakoly rentre dans l'histoire du grand choral par la porte de son grand oral. Une performance de Tikenja Fakoly, l'invité de la page culture que nous retrouvons maintenant, M. Amadoun Touré, auteur de l'ouvrage Côte d'Ivoire, la Renaissance. Alors dites-nous pour commencer, pourquoi avoir décidé d'écrire sur la Côte d'Ivoire? J'ai décidé d'écrire sur la Côte d'Ivoire parce que j'ai travaillé en Côte d'Ivoire. Mais avant de travailler en Côte d'Ivoire, je suis malien. Et pour un Malien, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire l'intéresse. Parce qu'il y a une forte communauté malienne en Côte d'Ivoire. Il y a une communauté ivoirienne au Mali. Nous sommes des voisins géographiques, historiques, culturels et j'allais dire même familiaux. Donc nous avons toutes les raisons de penser à l'autre, de regarder l'autre et de distinguer ce qui est en train de changer sur l'autre en bien, ce qu'on appelle la transformation positive. Ça, c'est le côté sentimental, mais également le côté professionnel, j'allais dire. Je travaillais en Côte d'Ivoire pendant 8 ans et demi avec un chef nommé Waïdje Choy, qui était le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire, qui a fait un ouvrage sur le conflit ivoirien. C'est-à-dire ce que nous avons appelé entre nous les années de Brest. C'était la crise post-électorale. Les années de Brest sont terminées. Donc mon ouvrage veut montrer ce que les Ivoiriens peuvent réussir s'ils ne sont pas en conflit, s'ils ne se tirent pas dessus, s'ils ne se battent pas pour des raisons régionales, religieuses, communautaires et autres. S'ils se donnent la main et regardent dans la même direction, voilà ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire renaître. D'accord, Côte d'Ivoire, la Renaissance, un regard de Fatou Fofana et on continue l'entretien. Intimiste du président ivoirien. Quelle est votre plus belle réussite en tant que chef d'État? Demande le journaliste écrivain Amadoun Touré au président Alassane Ouattara. Et la réponse du chef de l'État est sans embâche, c'est la paix. L'œuvre Côte d'Ivoire, la Renaissance s'achève sur une interview exclusive et quelque peu intimiste du président ivoirien. Côte d'Ivoire, la Renaissance, un livre de 382 pages, écrit dans un style journalistique alliant enquête, interview et reportage, se laisse cependant lire par tout le monde avec des mots simples et des expressions bien imagées. L'auteur, avec ses casquettes de journaliste, ancien ministre de la Communication du Mali et ancien porte-parole de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI, entend laisser des traces d'un parcours, d'une histoire, d'une vie exceptionnelle. Un décryptage sur les plans économiques, culturels, politiques et sécuritaires a permis aux membres du gouvernement présents à la cérémonie de dédicace de qualifier l'œuvre de très réaliste. Nous pensons que ce livre est un bon témoignage de tout ce que le président a pu réaliser et comment il a réalisé. L'auteur a beaucoup travaillé avec justement beaucoup de sachants, des gens qui sont autour du président, des anonymes, des connus, des moins connus. En tout cas, c'est une œuvre très riche que nous recommandons à tous ceux qui veulent savoir comment est-ce que le second miracle ivoirien s'est construit. Représentant le chef de l'État, le grand chancelier de l'Ordre national Ali Koulibaly a symboliquement reçu 2 ouvrages dédicacés à l'attention du couple présidentiel. Il a aussi donné sa perception de l'œuvre. L'ouvrage d'Amadoun Touré démontre, exemple à l'appui, que le président Alassane Ouattara n'est pas seulement un brillant économiste, mais aussi un dirigeant guidé par le souci de l'amélioration de la vie quotidienne des Ivoiriens et des Ivoiriennes. L'histoire retiendra que le président Alassane Ouattara a atteint l'ambition qu'il nourrissait pendant son magistère, à savoir celle d'accroître la richesse du pays et de mieux la partager au service du progrès social.
Sous le magistère du chef de l'État, le pays a retrouvé la prospérité, le goût d'entreprendre, la volonté de vivre ensemble, l'harmonie perdue pendant les années de plomb. De la Côte d'Ivoire avant Alassane Ouattara à la Côte d'Ivoire actuelle, cette Côte d'Ivoire qui a fait son comeback sur la scène internationale, la plume de Hamadoun Touré grave pour les générations actuelles et futures l'histoire d'un homme d'État, d'un bâtisseur qui a tracé et continue de tracer les sillons d'une nation ivoirienne forte. Vous l'avez expliqué dans cet ouvrage, ce succès, cette renaissance. Mais ce que l'on note également, c'est que ce n'était pas évident parce qu'il y a eu cette crise post-électorale. Est-ce que vous pouvez nous donner les facteurs, justement, qui ont favorisé cette renaissance, disons, fulgurante? Les facteurs, c'est d'abord la méthode et le style Ouattara. Il prend les problèmes, j'allais dire, un à un, mais également globalement. En même temps qu'il série les problèmes, il voit leur imbrication les uns dans les autres. Donc, il procède par fine touche à des réformes sur le passif qu'il a trouvé sur place, c'est-à-dire sur l'héritage, en essayant de s'adresser à tout ce qui n'allait pas. Mais pas seulement essayer, mais trouver des solutions. Tel domaine, prenons le domaine de la sécurité, prenons le domaine de la justice, prenons le domaine de l'agriculture. Il voyait tout cela séparément, mais en même temps globalement. C'est la question de sécurité. Oui, naturellement. C'est la clé de voûte de tout ce qui s'était passé, c'était un problème de sécurité. C'est pour cette raison qu'il a dit que pour lui, sa plus grande réussite, c'était la paix. Il fallait d'abord faire la paix, parce que sans la paix, tout cela n'était pas possible. On ne peut pas avoir de développement sans la paix. Peut-être qu'on ne peut pas, comme disait Kofi Annan, qu'on ne peut pas avoir également de paix sans développement. Il y a eu cette paix qui a été acquise, il y a eu le travail qui a été fait, et ce travail a donné des fruits qui financent aujourd'hui les infrastructures que l'on voit. Mais il y a surtout ces enquêtes qui ont été menées par l'auteur, par vous, et ces rencontres qui ont été effectuées, ces témoignages qui ont été recueillis. C'était dans le souci de cette objectivité qui était recherchée par la qualité du journaliste. Absolument. Disons le devoir du journaliste. Au-delà de la qualité, il y a les règles de collecte d'informations dans le journalisme. Il faut aller chez les uns et les autres, recueillir, recouper, équilibrer, classer avant de diffuser. Et vous avez expliqué justement... C'est une méthodologie, j'allais dire classique, pour un journaliste que vous êtes, que je suis aussi. Et un vieux journaliste, il connaît ses ficelles. Chevronné, vieux journaliste chevronné. Alors, mais vous avez expliqué justement cette relation qu'il y a eu dans cet ouvrage entre le patronat et l'État pour favoriser ces champions nationaux. Tout à fait. On a constaté que le secteur privé, le président Ouattara, c'était libéral, assumé. Il prône le libéralisme économique. Donc, il compte sur le secteur privé pour booster l'économie ivoirienne et réussir la croissance, réussir l'emploi et réussir la lutte contre la pauvreté. Donc il voulait un cadre macroéconomique assez puissant et il fallait toucher ces leviers-là en comptant sur les Ivoiriens, c'est-à-dire le secteur privé ivoirien. Et il a mis le paquet pour développer ce qu'il a appelé les champions nationaux dans tous les domaines qui intéressent la vie ivoirienne, le développement ivoirien. Il s'est appuyé sur le patronat ivoirien qui également, je pense, a tenu la main tendue et essaye de se hisser à la hauteur de ce qui est attendu de lui, le patronat ivoirien. On a senti également dans votre ouvrage la mise en lumière d'une gouvernance singulière. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments, quelques clés de cette rupture au niveau de la gestion? Oui, la gouvernance est d'abord une conviction chez lui, mais elle est liée à sa méthode. La première de ces méthodes, c'est le choix des collaborateurs. Je pense personnellement que la première qualité de dirigeant, c'est dans le choix de ses collaborateurs. Ce que j'appelle le casting, comme au cinéma. Quand vous voulez faire tourner un film, il faut avoir des acteurs qui sont adaptés à jouer ce rôle. Donc le casting, le choix, lui-même, sa vision, c'est lui qui explique ce qu'il veut, c'est lui qui explique ce qu'il attend de vous, c'est lui qui explique ce que vous devez faire pour arriver au résultat.
Mais surtout, il y a un facteur très important, il vérifie tout. C'est le suivi, le contrôle, la validation des tâches qu'il confie à ses collaborateurs. Il ne dit pas juste faites telle chose et c'est fini. Et certains ont d'ailleurs témoigné quand il était à la primature, que nous avons lu dans cet ouvrage, si on n'est pas mort le lundi, on survivra toute la semaine. On est éternel parce qu'il avait un rythme de travail selon les fonctionnaires ivoiriens qu'il a trouvés sur place à l'époque, éreintant. Une fois, il devait faire une discussion avec les membres du comité que le président Houphouët-Boigny avait mis en place pour réfléchir. Le matin, à 8h, quand ils sont arrivés pour la réunion, Feu Konambani, Charles Konambani, a demandé qu'est-ce qu'on fait. Et le président Ouattara a sorti un document déjà prêt, chiffré, très précis. Il a dit, voilà les fruits de ma réflexion d'hier soir. Et puis ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on fait ici alors? D'accord. Je vais nous penser maintenant en une phrase, puisqu'on a presque terminé. Qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui estiment que cet ouvrage a un dessein politique? Non, cet ouvrage est un ouvrage politique, forcément, parce qu'il parle de la Côte d'Ivoire qui a pu renaître de ses cendres. Mais il y a un fil rouge qu'on appelle l'artisan de cette renaissance, que la Côte d'Ivoire a élu en 2010 comme président de la République. Mais ça n'a pas de perspective politique ni d'objectif politique en ce sens, au sens politicien du terme. Ça a coïncidé avec l'année presque 2025, mais l'ouvrage aurait dû sortir avant la CAN. Mais après la CAN, j'ai un peu réaménagé tout, presque l'architecture de l'ouvrage. Ok, ça sort maintenant en décembre. Et c'est sorti maintenant. Merci Amadoune Touré, invité de la page culture Côte d'Ivoire, la Renaissance. C'est l'ouvrage que vous venez de publier, on en a parlé. Donc à cette page culture, merci. Merci monsieur Amadoune. Amadoune Touré, vous allez rester en plateau avec nous. L'actualité va se poursuivre avec les chefs coutumiers du district d'Abidjan et le ministre de la Construction qui se sont rencontrés cette semaine. Leurs échanges ont porté sur la requête des propriétaires terriens de voir proroger la validité de l'attestation villageoise au-delà du 31 décembre. Refus du ministre Bruno Nabagné. Connaît des détails avec l'enseigné Bakayoko. Maintenir les mesures transitoires pour l'attestation de droit d'usage coutumier ADU en vigueur depuis le 1er juillet 2024 et surtout repousser le délai de validité des attestations villageoises au-delà du 31 décembre prochain. Ce sont les principales requêtes formulées par les chefs du district d'Abidjan à l'endroit du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Nous pensons que le délai accordé aux populations, aux acquéreurs pour établir leur ADU, le délai accordé pour la validité des attestations villageoises est trop court. Bruno Nabagné connaît s'est montré très réservé sur l'opportunité d'une prorogation du délai de vie de l'attestation villageoise. Si nous laissons encore un an, mais c'est un an d'incertitude, c'est un an de problèmes à nouveau qui vont continuer. Je ne pense pas que ça baisse. Toutes les personnes qui sont à l'affût aujourd'hui, qui profitent des faiblesses du système, j'allais dire, si vous leur donnez un an, vous risquez d'aggraver la situation. Pour le gouvernement, il s'agit davantage de répondre à la forte attente des populations en matière de sécurité foncière. L'intérêt général. Si demain, le 2 janvier 2025, nous savons dire à un Ivoirien sur un lotissement nouveau, désormais, voilà votre ADU, vous êtes totalement sécurisé à 100%, etc., on aura fait œuvre utile. Pour atténuer l'impact financier de l'avènement de l'attestation de droit d'usage coutumier, des options ont été envisagées en faveur des chefferies, notamment le reversement d'une quote-part ponctionnée sur les frais de notaire et la mise en place d'une clé de répartition en pourcentage au cours du morcellement des parcelles. En Djouakwa, le préfet d'Abidjan a assisté aux échanges. Et rappelons dans l'actualité ce soir, à partir d'Abidjan, cet après-midi, le président Alassane Ouattara est arrivé à Abuja, dans la capitale fédérale du Nigeria. On se tient demain le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Aux côtés de ses pairs de la sous-région, il prendra part aux travaux de la 66e conférence qui passera en revue la situation sociale, économique, monétaire et sécuritaire de la zone ouest africaine. Le sommet examinera le programme de l'ECO, la monnaie unique. Pour rappel, le président nigérien Bola
Ahmed Tinubu assure la présidence de la conférence des chefs d'État. Et puis, à suivre tout de suite après ce journal, la télé-réalité en 12. Nous sommes à quelques jours de la grande finale de la saison inédite. Donc, à suivre tout de suite après ce journal. Un journal qui est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage vous apprend que la noix de rognier est ramassée. Il faut remercier le vent. Dieu le voulant, on se retrouve demain.